Bienvenue sur Douceur de maman, un podcast dédié à une maternité apaisée et au slow living pour t'accompagner avec bienveillance dans cette aventure unique. Écoute-moi où que tu sois, entre deux tâches ou avec un coffee to go. Bienvenue sur le podcast Douceur de maman. Ce podcast a pour but de t'accompagner tout en douceur, que tu sois déjà maman en devenir ou si tu rencontres des difficultés sur le chemin. J'aimerais créer un espace bienveillant, un petit cocon où l'on parle de maternité sans filtre avec une approche holistique. On explorera ensemble des thèmes comme l'accouchement physiologique sans péridurale, le postpartum, l'allaitement, la nutrition, l'introduction à l'alimentation et le slow living. Bien sûr, chaque expérience est unique et il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin. Que ton accouchement ait été naturel, médicalisé ou par césarienne, l'essentiel est que toi et ton bébé alliez bien. J'inviterai des conseillères en lactation, des sages-femmes, des doulas et d'autres professionnels pour partager leur expérience et leurs conseils précieux, mais aussi tout simplement des mamans. Je ne réalise pas que ça y est. Je lance enfin mon podcast. C'est impressionnant de parler devant un micro et d'enregistrer mon tout premier épisode et en plus en monologue. Parlant de ça, je ne réalise pas que je puisse avoir un petit temps calme sans mon fils pour enregistrer cet épisode. Merci papa, merci maman. Je vais rapidement me présenter. Je m'appelle Anne-Carole et je suis ton hôte pour le podcast Douceur de maman. Je suis maman d'un petit garçon et je suis actuellement enceinte de mon deuxième. Je suis mère au foyer et entrepreneuse. Mon mari travaille actuellement à l'étranger du lundi au jeudi soir tard, donc je suis seule à m'occuper de mon fils durant la semaine. Écouter des podcasts durant mes promenades, pendant les siestes de mon fils ou tout au long de ma grossesse pour m'informer sur ce qui m'attend m'a vraiment accompagnée et beaucoup appris. Je vais débuter cet épisode par le récit très personnel de mon accouchement. Après tout, c'est là que tout a commencé pour moi. Et j'avais cette idée de ce à quoi ça allait ressembler, ou plutôt je m'étais imaginé mon accouchement idéal de rêve. Mais au final, l'expérience a été tellement plus riche, pleine de surprises et de moments inattendus et intenses que je ne pouvais pas imaginer. C'est un moment de transformation, pas seulement pour le bébé, mais aussi pour nous, les mamans. J'ai souvent entendu cette phrase, non seulement un bébé naît, mais aussi une maman, et franchement, je ne pourrais pas être plus d'accord. Nous y voilà, je te raconte mon histoire. Quand j'ai appris que j'étais enceinte de mon fils, pour moi, il était hors de question que j'aille à l'hôpital pour accoucher. Ayant déjà séjourné 2 fois à l'hôpital dans le passé, je ne me voyais pas accoucher là-bas. Mais je ne voulais pas accoucher à la maison non plus. Du coup, j'hésitais à accoucher dans une maison d'accouchement. Pour celles qui ne savent pas, une maison d'accouchement est une maison gérée par des sages-femmes. Après, ce n'est pas du tout médicalisé, ce qui fait tout de même un peu peur pour un premier accouchement. Que faire si j'ai besoin d'une césarienne d'urgence? Si bébé ne va pas bien à la naissance? Est-ce que ces quelques minutes jusqu'à l'hôpital suffiront? Bref, je me posais beaucoup de questions. J'étais tout de même assez sereine avec l'idée, mais mon mari, pas du tout. Il est venu vers moi avec une option que je n'avais pas envisagée, une clinique privée. C'est comme l'hôpital, mais plus petit, plus convivial et souvent plus luxueux que les hôpitaux. Au premier abord, je n'étais pas trop convaincue, mais nous sommes allés visiter les lieux et assister à une petite présentation, introduction. Et j'étais sous le charme. La salle d'accouchement était très mignonne. On aurait dit une petite chambre d'hôtel ou une petite suite. Et avec tout ce dont j'avais imaginé, un tabouret, un ballon d'accouchement, une grande belle baignoire, une liane. Elle était répartie en deux, donc une chambre pour la première phase du travail et la salle d'accouchement à côté. Du coup, sous le charme, nous nous sommes directement
inscrit en pensant que j'étais assurée en privé. Être assurée en privé m'a aidé à me convaincre d'accoucher dans cette clinique privée. Ma gynéco qui m'a suivie toute la grossesse sera présente à mon accouchement et non un médecin de garde inconnu. J'aurai ma chambre privée pour le postpartum et d'autres avantages moins importants, mais j'aurais pu choisir par exemple mon repas à la demande, etc. Je pense que vous soupçonnez déjà la suite avec la conjugaison que j'ai utilisée jusqu'à présent. En fin de grossesse, vraiment vers la 36e semaine, j'ai appris qu'en fait je n'étais pas assurée en privé. À savoir, en Suisse, il faut être assuré en privé 1 an avant de tomber enceinte. Du coup, j'étais assurée en privé sur tous les domaines, sauf la grossesse et l'accouchement, car ça ne faisait pas si longtemps que ça que j'avais changé mon assurance. Et cette info m'a bouleversée. Avec les hormones, c'était bientôt le jour J et je voulais ce petit cocon familier avec ma gynéco que je connaissais, avoir ma chambre, etc. Et avec ce moment de stress, j'avais contacté la maison d'accouchement et fixé un rendez-vous de dernière minute, car les maisons d'accouchement ne font pas de différence avec les assurances. Mon mari aurait pu dormir la nuit en maison d'accouchement, car chaque famille a sa propre chambre individuelle. Cependant, à la dernière minute, je me suis dit que c'était trop stressant de tout changer maintenant. J'étais déjà si familière avec la clinique privée ayant visité 2 cours là-bas, un cours sur l'accouchement et un cours sur l'allaitement. Et j'étais déjà lentement à la 37e semaine. Et j'ai accouché à la 38e semaine, pile poil, du coup, tant mieux. Maintenant, je viens enfin à mon vrai récit d'accouchement. À la 37e semaine et 6e jour, on s'apprêtait enfin à manger avec mon mari après des prolongations de foot. Il était 21h et il était allé chercher McDo. Oui, oui, mon mari mange très sainement et moi, je m'étais fait quelque chose au four, des légumes et des patates, je sais plus. Et juste avant que mon mari ne rentre, donc vraiment 2 minutes avant, je vérifie mon plat au four et je me dis: «Mmh, est-ce que je me suis fait pipi dessus? Ou est-ce que c'est ma poche des os qui s'est fissurée?» J'étais sereine et je suis allée vérifier ça aux toilettes. À nouveau, je perds un peu d'eau. Désolée, c'est très glamour tout ça. L'eau était très transparente et inodore, du coup, c'était définitivement pas du pipi. Mon mari rentre et je lui raconte et je lui dis qu'il doit aller prendre ses affaires le temps que j'appelle la clinique. J'appelle la clinique et effectivement, ils me disent de passer pour vérifier. Quand il y a une perte des os, il faut toujours aller consulter. Avant d'y aller, mon mari a rapidement mangé. J'avais aussi essayé, mais en vain. J'avais une montée d'adrénaline que je n'avais subitement plus faim. Nous sommes arrivés à la clinique vers 22h30. Je n'avais pas de contraction, je ne perdais plus d'eau. J'avais remarqué avoir perdu le bouchon muqueux. Ils ont fait quelques analyses et rapidement constaté que j'avais bien fissuré la poche des os et j'étais dilatée à 1. Normalement, j'aurais adoré retourner à la maison pour pouvoir me reposer et faire le plus gros du travail là-bas. Mais je venais d'apprendre que j'étais testée positive au streptocoque B. Youpi! Le streptocoque B est une bactérie présente dans le vagin, mais quand elle est trop présente, elle peut être transmise aux nourrissons. C'est très rare, mais si ça arrive, ça peut être grave pour le nourrisson. Donc, c'était mon cas. À vrai dire, j'avais reçu les résultats par poste une semaine plus tôt. J'avais vu que c'était positif, mais en fait, ma gynéco m'avait dit que si c'était positif, elle allait m'appeler et m'informer des prochaines étapes. Elle avait sûrement oublié de m'appeler, enfin définitivement oublié de m'appeler, et du coup, je pensais que tout était en ordre, et de toute façon, j'avais un rendez-vous chez ma gynéco dans les quelques jours, donc je m'étais dit que je lui demanderais là-bas. Je ne m'attendais pas à accoucher de si tôt. J'avais déjà remarqué que mon corps se préparait à l'accouchement, mais je n'aurais pas imaginé accoucher à la 38e semaine, quoi. Ils m'ont mis du coup sous antibiotiques et ils m'ont dit que je devais accoucher dans les 24 heures. Vers minuit 30, j'ai commencé à ressentir de légères contractions dorsales, vraiment légères. J'étais même étonnée. J'étais en mode: «Ah, c'est ça des contractions? Facile!» Naïve que je suis. Puis, vers 1h du matin, le médecin de garde, un homme, je n'ai rien contre les hommes, mais je suis assez pudique, donc j'aurais préféré être accompagnée par une femme.
Donc un homme, ce médecin de garde, m'appelle et il me dit que mon travail stagne et qu'on devait me déclencher au plus vite car il voulait que bébé naisse avant 8 heures du matin. J'étais énervée au plus haut point. Je lui réponds en allemand car, nous vivons en Suisse alémanique et que mon travail ne stagne pas et que j'ai commencé à avoir des contractions et que j'ai jusqu'au lendemain 21h30 pour accoucher. Du coup, que j'ai encore le temps. Il était vraiment embêté, je pouvais entendre ça dans sa voix et il a dit: «Bon, d'accord». La sage-femme de nuit était adorable et super encourageante. Elle a réussi à convaincre le médecin de me laisser le temps et que mon travail ne stagne pas. J'étais vraiment rassurée. Ensuite, avec mon mari, nous avons essayé de dormir. Mes contractions devenaient de plus en plus régulières et intenses, mais encore tout à fait gérables. Vers 4-5 heures, je vomissais. C'est pas trop glam, mais effectivement, tout au long de mon travail, j'étais vraiment un peu, une vomito. Je n'aurais pas cru, je n'étais pas préparée à ça. Puis le matin, ils nous ont servi le petit déjeuner que j'ai à peine touché et ils ont vérifié, j'étais dilatée à 2. Bon, c'était encore gérable, mais comme dit, je commençais tout de même à me sentir mal. Le matin, j'ai fait plusieurs petites positions où j'essayais de favoriser la gravité et l'ouverture, principalement sur, le ballon de grossesse et mon mari m'avait beaucoup soutenue, encouragée, notamment en allant dire aux sages-femmes de faire chauffer la bouillotte. Franchement, la bouillotte, c'est un élément clé. Il en faut. Enfin pour moi, la bouillotte était indispensable. Je ne savais pas que j'allais en avoir besoin. Franchement, heureusement que la clinique m'a proposé, une bouillotte et donc j'avais une bouillotte au niveau du dos, là où mes contractions se faisaient sentir et à ce qui paraît, les contractions dorsales sont particulièrement intenses et je peux confirmer que c'était bien le cas. Mon mari m'aidait en plaçant une bouillotte sur mon dos et restait près de moi, même lorsque je me sentais mal et vomissais. Il était toujours là pour moi avec un regard doux et réconfortant. Je dois avouer que j'ai été agréablement surprise par la manière de la gérer la situation. Mon mari, habituellement très, comment dire, pas à l'aise avec les situations chaotiques, sales. Pendant les cours de préparation à l'accouchement, il semblait presque dégoûté à l'idée de ce que nous allions, entre guillemets, subir. Et pourtant, il a finalement traversé cette expérience avec une force et un calme qui m'ont beaucoup touchée. Vers 11 heures, ils ont vérifié à nouveau et j'étais dilatée à 5. Ils m'ont proposé d'aller dans le bain car j'avais précisé dans mon projet de naissance que je souhaite prendre en bain à partir du moment où j'entrais dans la phase active. Pourquoi que dans la phase active? Car si le bain est pris trop tôt, donc pendant la phase de latence par exemple, il peut détendre le corps au point de ralentir, voire d'interrompre complètement les contractions. Pendant la phase active, les contractions sont plus régulières et intenses et le bain peut aider à soulager la douleur, détendre les muscles et réduire la pression ressentie. Je suis donc allée dans le bain et ça faisait vraiment du bien. J'ai adoré. J'étais totalement dans ma bulle, je ne savais plus quand la prochaine contraction venait ni quelle heure il était. Durant la phase active, j'arrivais à peine à formuler des phrases. Un moment, j'ai dit à mon mari: «Coco!» et il m'a regardé tout étonné et a jeté un regard interrogatif à la sage-femme, comme pour lui demander ce que je voulais dire. Et la sage-femme a fait non de la tête, alors j'ai fini par dire eau de coco. J'avais opté pour de l'eau de coco car elle est riche en électrolytes comme le potassium et le magnésium et du coup aide à prévenir les crampes musculaires et soutiennent la relaxation et la contraction des muscles. Et bien sûr, c'est un apport énergétique naturel sans additifs ni stimulants. En soi, j'étais tellement dans ma bulle et concentrée sur ma respiration que je ne subissais pas les contractions, du moins j'en ai pas l'impression. J'allais vraiment avec le flow. Cependant, ce qui m'a agacée, surtout durant la phase active, j'avais une narine bouchée. La gauche. Quand tu essayes de respirer et que tu peux compter que sur une narine, c'est compliqué. Puis à un moment, vers 15 heures, j'ai senti une envie de pousser. J'en ai parlé à la sage-femme et elle a vérifié, j'étais à 9 doigts et demi. Elle m'a demandé si je voulais accoucher dans le bain ou sortir. J'ai décidé de sortir car j'avais envie de me dégourdir les jambes. J'ai commencé à adopter quelques positions. Puis mon fameux médecin de garde que je n'avais jamais rencontré et seulement eu au téléphone vers 1 heure du matin est arrivé. Il m'a observé un moment et honnêtement, quand il est arrivé, j'étais
déjà énervée contre lui. J'étais si bien juste avec les 2 sages-femmes. Bref, après m'avoir observée rapidement, il m'a dit que j'aurais besoin d'une épisiotomie, donc c'est-à-dire qu'on me coupe un peu le périnée pour que bébé sorte et que ça serait bien si je me couchais, m'allongeais sur le lit pour qu'il puisse bien voir. J'étais vraiment énervée. Je me suis dit que j'étais tombée sur un médecin tellement classique où tout doit être médicalisé au plus vite. Il voulait que tout se passe rapidement. Je lui ai lancé un regard méchant et il a compris. Je me suis couchée, mais tout en gardant une position qui favorisait la gravité. Je poussais parce qu'on me le disait, mais honnêtement, je crois que j'étais dans une phase un peu transitoire de repos. De toute façon, nos corps poussent par eux-mêmes quand ils en sentent le besoin. Mon mari m'a demandé si je pouvais faire des sons quand je poussais pour qu'il sache quand j'étais en train de pousser. Je lui ai dit d'accord. Je vous avoue que j'étais plutôt une accoucheuse assez silencieuse, si on peut dire ça, ou du moins vraiment dans ma respiration. Je respirais continuellement, durant les contractions, en dehors des contractions, tout le temps. Personnellement, ça m'a fait un bien fou de respirer et de me concentrer sur mes respirations et non la douleur ou sur ce qui se passait autour. J'avais exercé mes respirations bien avant mon terme pour être sûre que je sois confortable avec ces respirations, car je ne pratique pas de méditation ou autre. J'avais une respiration pour me calmer et rester dans mon énergie, et une autre pour envoyer vraiment tout l'oxygène au bébé. Puis vers 15h30, le médecin m'a reparlé de l'épisiotomie en m'expliquant cette fois-ci que j'étais trop musclée au niveau du périnée et qu'il ne se détendrait pas. J'étais en mode oui, oui, bien sûr, d'un ton un peu sarcastique, je l'admets. La sage-femme a répété ce que le médecin venait de dire et m'a expliqué que c'était soit une épisiotomie calculée, donc très petite, soit un risque de déchirure assez important. J'ai répondu bon, d'accord, allez-y, au point où on en est. Il m'a coupé pendant ma poussée et en même pas une fraction de seconde, mon fils est sorti. C'était impressionnant de le sentir sortir de moi. C'était si rapide et pourtant si marquant. On me l'a donné directement sur moi. Et là, tout s'est arrêté. C'était le plus beau jour de ma vie, un amour inexplicable. Pendant que j'admirais mon bébé, il me recousait. Et franchement, ça allait pour l'épisiotomie. Je pensais que ça allait être bien plus impressionnant que ça. Et je profite de ce moment hors du temps. Puis quelques minutes plus tard, je ressens le besoin de pousser et je réalise que je n'avais pas encore délivré le placenta. Donc j'informe les sages-femmes et le médecin pour mon envie de pousser pour délivrer le placenta. Je pousse une fois et le placenta sort dans sa totalité. J'étais rassurée car j'étais prête à l'éventualité que ça ne sorte pas directement et que les sages-femmes doivent aller le chercher. Mon mari a coupé le cordon ombilical assez tardivement en s'assurant qu'il soit bien blanc et qu'il ne batte plus. Et voilà, ça y est, mon récit d'accouchement est terminé. Mon petit conseil pour toi, plus tu en sais, moins tu as peur. Le savoir, c'est vraiment une force. Ensuite, si ça t'intéresse, je pourrais te partager mon expérience avec l'allaitement, car mes débuts ont été très difficiles et frustrants. Mais ça sera pour une prochaine fois. Le prochain épisode ne sera pas un monologue, je te rassure. J'aurai une invitée avec qui on discutera d'un sujet qui, j'espère, t'intéressera et pourra te soutenir dans ta vie de maman ou de future maman. Pour conclure ce premier épisode, je tiens à te remercier de m'avoir écouté et d'avoir partagé ce moment avec moi. N'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de cet épisode et à me suivre sur les réseaux sociaux pour ne rien manquer des prochains épisodes. Si cet épisode t'a plu, cela me toucherait énormément que tu prennes 5 minutes pour m'écrire un petit commentaire ou un message d'encouragement. Ce travail me tient vraiment à cœur et ton retour est précieux pour moi. Si tu as des idées de sujets qui t'intéressent ou si toi aussi tu as une histoire positive à partager, je serai ravie d'échanger avec toi. Tu peux me retrouver et m'écrire sur Instagram. Prends soin de toi et à très vite dans le prochain épisode Douceur de maman.